Bonjour à tous, et donc effectivement, je suis avec grand plaisir que j'ai accepté l'invitation de Jean-Christophe, que je remercie, et qui est l'occasion pour moi, effectivement, de vous parler de comment on peut améliorer donc un parc machine. Donc effectivement, on a discuté là de l'amélioration, en tout cas des modifications sur des machines. On a un petit peu avancé ce matin aussi, je dirais, sur l'ensemble du cycle de vie, et puis c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Et donc le sujet de l'amélioration, qui s'inscrit pleinement, je dirais, sur la phase d'utilisation, parce qu'on est là, on parle essentiellement des utilisateurs, c'est un sujet qui est au plein cœur, je pense, de la prévention des risques. Et on va voir effectivement comment, au sein de Bureau Veritas, on accompagne nos clients dans cette démarche et surtout de façon un peu plus générale sur le processus complet qui leur permet de maintenir leur machine en conformité, mais surtout d'assurer la sécurité au niveau de leurs salariés. Puisque la conformité, la sécurité, c'est quand même un enjeu qui nous réunit plus et qui est plus important que la conformité au sens strict du terme. Peut-être juste une petite parenthèse, vous l'avez dit, Bureau Veritas, c'est effectivement, on va bientôt fêter nos 200 ans. Voilà, donc on est, je ne vais pas revenir sur l'éthique, David nous a présenté l'éthique ce matin, donc testing, inspection, certification, donc on est une entreprise qui fait du testing, de l'inspection et de la certification. Au sein de Bureau Veritas, donc on a un groupe d'à peu près 85 000 personnes dans le monde, 140 pays, et à peu près 10% en France. Historiquement, c'est une société française. Voilà, donc ça valait la peine de le souligner. Et donc, effectivement, on s'appuie, et vous l'avez dit, moi, dans mon parcours, j'accompagne des entreprises, y compris à l'étranger, mais on s'appuie beaucoup et grandement sur tout ce qu'on apprend au travers du ministère, de nos processus en France, qui, bien quoi qu'on en dise, peuvent paraître complexes, ont quand même le mérite d'exister. C'est très important quand on est dans la jungle internationale où il y a zéro règle. Voilà, c'est quand même juste bien. Alors, peut-être juste en termes de préambule, effectivement, on a dit, je crois que c'est vous qui avez dit, effectivement, parfois on se pose la question, est-ce qu'on peut modifier les machines? C'est souvent une question qu'on entend. Au-delà de est-ce qu'on peut, en fait, je dirais que c'est souvent un besoin vital. Donc les entreprises ne s'amusent pas juste à modifier les machines parce que il y a quelqu'un qui a eu une bonne idée, ça arrive parfois. Donc effectivement, il y a parfois cette notion, entre guillemets, d'amélioration continue. Voilà. Mais c'est aussi un besoin qui vient tout simplement du fait que, je dirais, une entreprise, dans sa vie, elle a besoin de faire des nouveaux produits. Donc elle va modifier ses processus, adapter ses machines pour pouvoir fabriquer ces nouveaux produits et donc répondre aux besoins de ses clients. De plus en plus, donc là j'ai remis un petit graphe, vous avez vu, je vous donne quelques chiffres, effectivement, on l'a vu à l'aune des crises successives, on rentre dans une période qui est sympathique également, mais voilà, on le voit à l'aune des crises successives, à chaque période où il y a eu un petit peu on va dire, de morosité dans les investissements, effectivement, un moyen simple de continuer de survivre pour une entreprise, c'est de modifier ses process, tout simplement, parce que ça coûte souvent moins cher d'adapter ou de reconvertir, surtout lorsque la demande de production n'enfle pas et donc n'amène pas à faire l'acquisition de nouvelles machines. Donc on va réutiliser ce qu'on a et voir comment on le réadapte, on le réaménage, on le réoriente, on le déplace d'un site à l'autre, on regroupe, etc. Donc tout ça, c'est des processus qui vont amener effectivement les industriels à apporter des modifications et donc à devoir se poser des questions en termes de modifications sur ce qu'ils doivent faire. Et donc, effectivement, pour pouvoir suivre son parc, pour pouvoir faire des améliorations sur son parc machine, on a besoin d'avoir des règles simples. Donc, d'avoir des règles qui soient le plus simples possible. On a vu, c'est pas très compliqué, en fait, ce qui est attendu d'un point de vue des modifications. Mais je dirais qu'au-delà de la technique même sur la modification et de l'acte d'analyse de risque, de constitution du dossier, de suivi de la modification, de vérification de la machine. Au-delà de tout ça, en fait, ce qui est très important, c'est d'être en capacité d'anticiper. On a beaucoup utilisé le mot depuis ce matin. Donc, on parle de prévention. La prévention, c'est l'anticipation. Donc, effectivement, d'un point de vue du risque pur, l'analyse de risque va nous permettre d'anticiper les choses. Mais d'un point de vue de l'exécution, ou en tout cas pour ne pas se retrouver dans des situations où on anticipe et puis on essaye de mettre en œuvre de façon un petit peu précipitée. Je ne vais pas citer tous les cas très prolifiques qui nous ont été donnés sur les interventions en maintenance, avec la consignation, etc. Effectivement, dans tous ces cas-là, on se rend compte que
le maître mot, c'est quand même d'anticiper. Et donc, dans cette anticipation, ça veut dire que, bien évidemment, un propriétaire de machine, un exploitant, un utilisateur, comme on les appelle, il doit se poser des questions, je dirais, sur son processus à lui, du cycle de vie de la machine, qui est effectivement à partir de la mise en service jusqu'au démantèlement de la machine. Mais nous, on adore en fait l'amener aussi à s'interroger sur ce qui se passe avant. Parce qu'on l'a vu dans tous les exemples, finalement, une fois que la machine elle est arrivée dans l'usine, que je veuille la maintenir, que je veuille consigner les énergies, que je veuille éventuellement apporter des modifications, si je n'ai pas correctement ancré les choses au départ, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué et donc effectivement la grosse difficulté, elle est bien d'être en capacité d'anticiper les choses. Et donc anticiper les choses, c'est travailler avant toute chose sur les processus. Donc c'est deux exemples que je prendrai pour illustrer le propos. Donc effectivement sur cette mise en place de processus et effectivement dans la mise en place de ce processus, aussi un point important, c'est effectivement souvent l'utilisation d'une tierce partie, puisque la tierce partie va être, comme son nom l'indique, entre la première partie qui est le fabricant, voilà, et la seconde qui est l'utilisateur. David a évoqué ce matin le fait qu'on faisait parfois aussi au niveau des bureaux de contrôle, je mets les grands guillemets à ça, des missions seconde partie. Donc quand on fait ça, on prend une casquette de seconde partie d'utilisateur. Et donc effectivement, on contrôle aussi des points qui sont dans vos cahiers des charges, typiquement. Lorsqu'on agit en tierce partie, on agit de façon indépendante. Et donc dans cette indépendance, effectivement, on va plutôt aller chercher, on va plutôt s'appuyer sur la normalisation, la réglementation, des choses qui font consensus d'un point de vue effectivement des obligations de chacun et qui du coup ne seront pas discutées ni par la première partie, le fabricant, ou dans le cas des modifications, parfois le prestataire de service qui va faire les opérations de modification, et qui ne seront aussi effectivement dans le niveau d'attente de la seconde partie, le point qui va permettre de dire ok, les choses ont été correctement faites, c'est pas du confort qu'on attend, c'est effectivement de la sécurité. Et pareil du côté du fabricant, de se dire c'est pas mon utilisateur qui me demande de faire des choses parce qu'il ne me les a pas commandées mais il voudrait bien que je les fasse gratuitement. Non, je les fais parce que ça fait partie aussi de mes obligations en tant que première partie pour répondre à mes impératifs. Voilà, donc que ce soit au moment de l'acquisition ou que ce soit au moment des modifications, donc on voit cette notion de co-responsabilité qui peut exister entre un utilisateur et un fabricant, notamment lorsqu'on va demander des choses. On parlait ce matin de cahier des charges, donc plus on sort de la spécification de besoin pour rentrer dans le cahier des charges, plus très facilement un fournisseur de machine va pouvoir vous dire moi à la fin, je ne suis pas le concepteur de la machine, j'ai répondu à votre cahier des charges, j'ai fait exactement ce que vous m'avez dit. Donc c'est vous qui l'avez conçu. Voilà, donc plus on va vers les machines spéciales, et plus on peut se retrouver face à cette problématique. À l'inverse, effectivement, lorsqu'on est propriétaire de la machine et qu'on la fait modifier, a priori, on l'a vu, l'obligation de maintien en conformité, elle incombe à l'employeur. Donc c'est le propriétaire de la machine qui doit répondre à son obligation, qui rappelle ou pas le fabricant initial de la machine, ça ne le dédouane pas de son obligation à lui, il est propriétaire de la machine, et donc il doit effectivement se soucier de ce qui va demander d'être fait sur sa machine. Voilà, donc les responsabilités sont claires, sont bien posées, donc c'est important parfois effectivement d'avoir un tiers de confiance qui vous permet d'avancer lorsque vous posez toutes ces questions-là. Ces questions, elles sont de tout ordre, elles sont sur l'opération de modification en premier lieu, mais avant et surtout, elles sont aussi sur la capacité que vous allez effectivement à connaître déjà l'état initial de votre parc. Ça serait assez illusoire de parler d'améliorer un parc machine si déjà vous ne connaissez pas le niveau 0. Donc c'est important effectivement de comprendre quel est le niveau initial de son parc. De la même façon que quand on fait une machine, ça a été dit, on comprend déjà quel est le niveau de départ avant de se lancer dans une modification. Est-ce que déjà au niveau de départ, on a la sécurité qui est en place et qui va bien. Et puis ensuite, c'est des processus qui sont déroulés. Donc effectivement, au-delà d'avoir fait le niveau de départ, il faut aussi qu'on ait des opérateurs qui soient formés, bien évidemment. Et il faut ensuite qu'on ait les capacités à faire ces modifications. Les capacités, parce que les modifications, ça peut être
demander simplement à améliorer ou à modifier une machine, mais ça peut être aussi transformer complètement une ligne de fabrication. Et donc, de ce fait, remettre en œuvre des processus d'acquisition de machines, qui sont les processus simples qu'on doit déjà maîtriser de facto au départ. Et donc, en fait, c'est tout ça qu'il faut avoir en revue. Donc, améliorer un parc machine, quelque part, tout ce qu'on s'est dit depuis ce matin, faut être capable de le mettre en œuvre. Si on n'est pas capable de mettre en œuvre la première pierre de l'édifice, je crois que tu parlais de bâtir sur du sable. C'est bien que tu emploies le mot bâtir, il y en a qui utilisent un autre verbe, mais effectivement, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, construire sur du sable, ça ne permet pas d'avancer en confiance. Donc, pour avancer en confiance, c'est important de travailler sur ces processus et pour ne pas se retrouver surtout à dépourvu lorsqu'on doit faire les choses. Il n'y a rien de pire, effectivement, de se dire, bien sûr, à la dernière minute, ah zut, je suis en train de redémarrer la machine, est-ce qu'elle est conforme après toutes les modifications? Je fais vite venir quelqu'un pour voir si mes modifications sont bonnes. C'est très bien, très probablement que le projet de modification est dans les cartons déjà depuis 1 an. Il y a eu une demande d'investissement de fait, il y a eu tout un tas de choses de fait, donc c'est à ce moment-là en fait qu'on peut se poser les questions. Voire même, c'est avant. Dans la vie des entreprises, on l'a vu au départ, c'est mon préambule, une modification, ça va arriver. Donc attendez pas d'être confronté au projet, demandez-vous si demain il y a une modification qui doit être opérée sur votre parc machine, est-ce que vous avez dans vos processus quelque chose qui cadre comment vous y prenez? Alors il y a des très bons guides à l'INRS, ça peut être un peu court si on se dit mon processus c'est le guide INRS, donc c'est quand même pas mal d'y avoir réfléchi un petit peu et d'avoir essayé d'implémenter ça pour savoir au niveau des achats, effectivement, au niveau du HSE, au niveau des équipes techniques, des travaux neufs, des gens de la maintenance, quels sont les gens qu'on va devoir impliquer dans le projet, embarquer dans le projet, faire intervenir ensemble. Ce matin, on a eu des beaux exemples de mise en place de machines, où effectivement, on a vu avec des équipes qui montaient plus d'une quinzaine de personnes, c'est bien d'avoir un peu réfléchi à tout ça avant et de ne pas se retrouver, je dirais, au moment où on fait les investissements, de devoir préparer ça. En fait, on doit déjà avoir ces processus-là qui sont en place, même si effectivement, comme dans le cas d'une intervention de maintenance, on peut de temps en temps avoir des projets qui sortent un peu de l'ordinaire et qu'on va pouvoir capter dans ce cadre. Et l'autre point qui est très important, c'est qu'on le voit aussi, toutes les modifications, on a évoqué les problématiques de maintenance, une modification sur une machine, ça peut aussi être lié à une modification parce qu'on a un acte de réparation ou d'entretien qui n'est pas prévu initialement, ou parce qu'on va changer en faisant un remplacement sur un actionneur ou autre, on va changer la pièce de départ tout simplement parce qu'elle n'existe plus. Donc ça veut dire que idéalement, si on veut répondre à ces obligations, il faut l'avoir anticipé. Donc l'avoir anticipé, ça veut dire dans l'urgence faire un dossier de modification, etc. Pas possible dans le cadre d'une réparation. Donc si on n'a pas fait un processus pour capter tout ça et expliquer comment on fait ça et comment potentiellement le dossier sera mis à jour le lendemain, ça coince un peu. Alors, dans le cadre des réalisations, parce que je t'ai fait un peu de teasing, mais je vais quand même parler des réalisations. Donc, dans le cadre des réalisations, j'ai pris 2 exemples. Un premier exemple pour illustrer effectivement la mise en place de processus, sans citer le nom des entreprises. Ici, c'est une entreprise dans l'aéronautique que tout le monde aura deviné. Donc, avec effectivement, dans un premier temps, comme vous l'avez expliqué, pour accompagner cette entreprise, le besoin attendu, le besoin exprimé, c'était comment je maîtrise la conformité de mes équipements. Alors, c'est un grand mot lâché comme ça, pour maîtriser la conformité des équipements, c'est plusieurs processus, plusieurs choses qu'il faut faire. Mais effectivement, là, en l'espèce, c'était lié toujours à ces besoins de transformation qu'on a pu voir, à une époque, effectivement, pré-Covid, où on était plus sur une expansion de l'aéronautique qu'aujourd'hui, probablement, mais donc avec cette volonté de pouvoir déployer très rapidement des lignes, des nouveaux outillages, etc. Donc, non seulement de se dire la situation actuelle, elle ne me convient pas, je veux l'améliorer, mais aussi de se dire, quitte à l'améliorer la situation, je veux aussi, entre guillemets, me mettre au clair avec mes obligations et donc répondre, quand je vais avoir mes outillages et quand je vais faire mes modifications, mes transformations, être en capacité de suivre, entre guillemets, le rythme imposé par ces modifications et cocher toutes les cases, ou en tout cas un maximum de cases possibles, avec effectivement dans cette prise en compte d'un processus global, cette idée aussi de bénéficier d'un retour d'expérience et donc de pouvoir capitaliser
sur toutes les inspections ou toutes les mises en route qui vont être faites, qui auront été faites sur les machines, de pouvoir capitaliser pour réinjecter tout ce qui aura pu être constaté lorsqu'on a réceptionné, que ce soit des nouvelles machines ou des modifications. Lorsqu'on réceptionne ça, de se dire maintenant que j'ai constaté effectivement par récurrence les problèmes qui arrivent, sur les prochaines, ces problématiques-là, il faut déjà qu'on les anticipe. Idéalement, dès les cahiers des charges, dès les spécifications, quand on va redemander des modifications similaires, etc., de façon à amorcer un peu cette pompe d'amélioration continue. Voilà. Premier exemple, avec une vraie problématique de conformité et surtout une problématique un peu d'urgence pour voir comment on y répond. Et donc, bien évidemment, là, notre client, donc l'industriel, lui, il a anticipé les choses en se projetant déjà sur le fait qu'effectivement, pendant plusieurs années, il allait devoir avoir repenser tout son processus de fabrication. Et donc, il n'a pas attendu d'être au pied du mur pour se dire, ça y est, j'ai modifié quelque chose, venez vérifier si c'est bon. S'il avait fait ça, le temps qu'on vérifie tout, impossible. Impossible de démarrer en temps et en heure. Deuxième exemple, ce coup-ci, c'est un autre secteur d'activité, c'est la pharma. Toujours dans cette vision globale de se dire comment j'améliore la sécurité, l'objectif premier. Donc là, on était moins sur des problématiques de conformité, mais plus sur des problématiques de sécurité, avec un client qui s'était dit, entre guillemets, la conformité, moi, c'est assez compliqué parce que on le voit sur la petite icône. Moi, j'ai une implantation au monde. Donc, quelque part, dès que je parle de marquage CE à mes sites en Asie, ils me disent on n'est pas concerné. Donc, personne ne se sentait concerné. Et puis, quand les sites européens, eux, ils disaient les machines sont déjà CE, pourquoi elles ne seraient pas conformes? Bon, je pense qu'on ne revient pas sur le sujet qui a déjà été évoqué ce matin. Une machine CE se doit quand même d'être vérifiée, ou en tout cas, en tant qu'employeur, on se doit quand même de s'interroger, de se poser des questions. Donc, au moment de la mise en service, bien évidemment, mais ensuite, de façon continue. Et donc, de façon continue, lui aussi, lui, ce qu'il a constaté, c'est que malgré le fait qu'on pourrait penser qu'au fil des années, on remplace le parc machine, donc on finit par remettre des machines neuves, et que donc, globalement, le niveau de sécurité devrait s'améliorer, le constat qu'il faisait, c'était plutôt que les accidents augmentaient. Et donc lui, dans sa stade, dans sa base accident, mais finalement, si on regarde un peu ce que tu nous as montré ce matin, Jean-Christophe, ou ce qu'on a eu sur les vécus, la base d'accident était essentiellement liée quand même à des doigts coupés, on a parlé de bras arrachés, enfin voilà. Donc des risques mécaniques, en fait, la base de sécurité machine. Donc lui, il a pris les choses de façon très simple. Ce qu'il nous a demandé, c'est, entre guillemets, le zéro access. En sachant que ça ne sert à rien de dire il y a de la maintenance qui est réservée à telle partie de la population ou telle autre, si tout le monde a accès à tout. Voilà. Et puis, effectivement aussi, ça ne sert à rien de vouloir mettre en place d'autres démarches type loto, etc. Si déjà, la base de la base, la machine, elle n'est pas conforme, on n'a pas de moyens de consignation d'énergie, etc., etc. Voilà, donc là, pour le coup, c'était quelque chose d'un peu plus ambitieux, avec en plus aussi, on l'avait précédemment, je l'ai passé rapidement, mais là aussi, en plus, l'objectif pour le client d'améliorer sa connaissance et donc de former ses propres équipes sur le risque machine, donc savoir faire des analyses de risque et savoir aussi, bien sûr, entre que ce soit les équipes maintenance, que ce soit la production ou que ce soit les HSE, être en capacité d'alerter, de remonter des problématiques. Là aussi, adossé avec, en combinatoire, un accompagnement sur l'acquisition de machines, avec de la même façon que tout à l'heure, la boucle vertueuse pour pouvoir, je dirais, profiter de ce qui est vu dans le cadre de ces quantités d'audits qu'on fait, où on constate les problématiques, où on accompagne sur les projets en termes de modification, de les réinjecter aussi sur le neuf. Voilà. Quand on travaille avec les fournisseurs qui font du neuf, effectivement, parfois la limite de la vérification a posteriori ou de l'amélioration sur la machine qui est déjà en route, c'est qu'on va avoir des difficultés à trouver les documents techniques, etc., etc., et donc, de facto, à pouvoir faire les choses correctement. Voilà, c'était les deux exemples que je voulais vous évoquer. Je vous remercie de votre attention et je vous invite juste, si vous voulez pousser le sujet des machines, on a fait un rendez-vous du bureau Veritas la semaine dernière. Il doit sortir du four, il est encore chaud. Si vous voulez aller le déguster, il est en ligne sur Internet. Merci beaucoup pour...